C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, un mandat présidentiel sans élection et sans limite de temps pour le colonel Assimi Goïta. Un projet de loi a été adopté en ce sens ce mercredi. C'est dans ce contexte politique que Forbidden Stories, en partenariat avec d'autres médias dont France 24, sort une nouvelle enquête sur les prisons secrètes de Wagner au Mali. On vous en dit plus dans un instant. Manifestation au Kenya, une centaine de personnes a été dispersée par la police. Les manifestants protestaient contre la mort d'un blogueur dimanche dans un commissariat. La manifestation s'est transformée en protestation contre la vie chère. Nous serons à Nairobi dans ce journal. Et puis la conférence de l'ONU sur l'océan se poursuit à Nice, dans le sud de la France. Aujourd'hui, on vous emmène au Cap, en Afrique du Sud. Vous verrez que les plus grandes forêts d'algues géantes au monde sont menacées car de plus en plus prisées par le monde industriel. Reportage à la fin de ce journal. Le colonel Assimi Goïta, président sans élection et sans limite de temps. Le Conseil des ministres l'a acté hier mercredi en adoptant un projet de loi en ce sens. Les précisions de notre correspondant régional Serge Daniel. Le texte sera très rapidement envoyé devant le Conseil national de transition. C'est le Parlement de transition au Mali qui est sous la coupe de la junte. Nul doute est que très rapidement, le texte sera adopté par un score nord-coréen. Ensuite, en 2030, si le général Assimi Goïta souhaitait rester encore au pouvoir pour 5 ans, il pourra le faire selon le même texte. Politiquement, il n'y a pas de réaction officielle parce qu'au Mali, les partis politiques sont dissous, mais en privé, les leaders politiques contactés par nos soins sont plutôt en colère. C'est la dictature qui s'installe, dit par exemple l'un des responsables politiques de Bamako. À l'extérieur, Aliou Boubacar Diallo a créé un front, le Front patriotique de résistance, c'est un homme politique malien, et pour lui, il faut tout faire, il faut rassembler l'âge pour empêcher par des moyens légaux la junte de s'installer durablement au pouvoir sans élection. Alors que les mercenaires du groupe Wagner cèdent leur place à Africa Corps, rattaché officiellement au ministère russe de la Défense, Forbidden Stories, avec le partenariat d'autres médias, dont France 24, sort une enquête sur les prisons de Wagner au Mali. Sur notre antenne tout à l'heure, Guillaume Tité, journaliste de Forbidden Stories, est revenu sur l'enquête. Écoutez. Donc, avec nos partenaires du Monde, de France 24 et de iStories, qui est un média indépendant russe, on a identifié plusieurs bases au Mali dans lesquelles les mercenaires de Wagner détiennent des civils. Donc il y a à la fois des bases co-gérées avec l'armée malienne, donc les FAMA, et il y a également des anciennes bases de la MINUSMA, donc des forces de l'ONU, qui ont quitté le Mali à la fin de l'année 2023. Avec des images satellites, plusieurs sources et des témoignages, on a réussi à identifier ces 6 bases qui sont Bafo, Nampala, Niafunke, Sévaré, Sofara et Kidal. Et ce sont ces 6 bases dans lesquelles on a eu des témoignages d'anciens civils. On a recueilli des témoignages de personnes Touareg et Peuls. Maintenant, on a eu des retours d'observateurs sur le terrain ou de personnes de la société civile qui nous ont dit qu'il y avait aussi des Arabes ou des Songhai qui étaient visés, notamment. Maintenant, les civils, pourquoi ils sont visés? Parce que les civils qui vivent dans les zones où les djihadistes sont présents, ils sont malheureusement assimilés à des djihadistes par les forces de sécurité maliennes et par les Wagner. Donc ils sont ciblés de manière très arbitraire alors qu'ils n'ont rien à se reprocher. Souvent les témoignages qu'on a eus nous rapportent qu'il y avait des FAMA avec les Wagner qui étaient là. Alors parfois sur une des bases on a eu un officier malien sous couvert d'anonymat qui nous a dit que les Wagner faisaient un peu ce qu'ils voulaient, qu'ils étaient un peu autonomes et que les Maliens n'avaient pas leur mot à dire. Maintenant il y a quand même des patrouilles conjointes. Les exactions n'ont pas débuté avec Wagner, mais elles se sont intensifiées. Et ce que nous disent les chercheurs et les gens sur le terrain, c'est que les civils ont payé le prix fort de l'arrivée de Wagner et de la Russie au Mali. On en vient à ces manifestations à Nairobi au Kenya. La police a dispersé plusieurs centaines de personnes venues protester contre la mort d'un blogueur dimanche dernier pendant sa garde à vue. L'affaire a suscité une vive colère dans l'opinion publique. Les manifestants ont également protesté contre un projet de loi des finances. La correspondance de Clément Diroma.
Des manifestants se sont rassemblés dans le centre-ville de Nairobi ce jeudi matin. Leur slogan « Pas de justice, pas de budget ». Plusieurs centaines d'entre eux ont marché vers le Parlement où le projet de loi de finances de cette année est en cours d'étude. Des scènes qui rappellent les manifestations meurtrières de l'année passée contre la hausse des impôts, pendant lesquelles au moins 60 personnes auraient été tuées par les autorités en juin et juillet 2024 et plusieurs dizaines détenues illégalement selon l'AFP et des ONG nationales. Cette semaine, les manifestations ont commencé timidement ce lundi suite à la mort d'Albert Ojwang, blogueur et enseignant de 31 ans, arrêté après avoir publié des critiques en ligne contre le chef de la police. Après son décès pendant sa garde à vue, une autopsie a révélé ce mercredi qu'il était probablement mort à la suite d'un passage à tabac. La police, elle, déclarait pourtant que le militant s'était suicidé dans sa cellule. Ce jeudi, les manifestants se sont aussi dirigés vers le quartier général de la police dans la capitale. Le président William Ruto a ordonné l'ouverture d'une enquête, mais de nombreux défenseurs des droits de l'homme exigent la démission du chef de la police, Eliud Lagat, convoqué par le Sénat hier mercredi. Les sénateurs ont demandé à ce qu'il se retire de ses fonctions le temps de l'enquête. Sachez également que ce jeudi soir, un policier a été arrêté, une arrestation liée à l'affaire du blogueur mort pendant sa garde à vue au commissariat. Au Burundi, la commission électorale a officialisé les résultats des législatives du 5 juin dernier. Le parti au pouvoir du président Evariste Ndayishimiye a remporté tous les sièges. Un résultat qui pose question alors que de nombreuses irrégularités ont été constatées lors du vote. La correspondance régionale de Juliette Montilly. Excepté le CNDD-FDD du président Evariste Ndayishimiye, aucun autre parti burundais n'aurait obtenu les 2% nécessaires pour siéger au Parlement. C'est en tout cas ce qu'affirme la CENI, la commission électorale burundaise. Le parti au pouvoir serait donc arrivé en tête des élections avec plus de 96% des voix exprimées. Il aurait même remporté 100% des voix dans certaines localités. Des chiffres jugés peu crédibles selon de nombreux observateurs, à commencer par l'opposition qui dénonce une mascarade. Pendant la campagne, nous avions pu rencontrer l'opposant Agathon Rwasa à Bujumbura. Il avait jugé l'issue du scrutin jouée d'avance. Pour rappel, il avait vu sa candidature précédemment écartée par la CENI. Et puis l'Église, qui avait envoyé plus d'1 millier d'observateurs sur le terrain, a également relevé de nombreuses irrégularités. De son côté, l'ONG Human Rights Watch a dénoncé les intimidations orchestrées lors du scrutin par le CNDD-FDD et sa milice jeune, les Imbonerakure. La présidence d'Evariste Ndayishimiye, arrivé au pouvoir en 2020, est marquée par des atteintes aux droits humains régulièrement dénoncées par la société civile et les Nations Unies. Les résultats définitifs de l'élection devraient être validés le 20 juin prochain par le Conseil constitutionnel. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, première visite de la chef de la MONUSCO en République démocratique du Congo depuis la prise de Goma par le M23. En visite de 3 jours, Bintou Keïta doit rencontrer les représentants de la FCM23 pour échanger sur les priorités du mandat de la MONUSCO, notamment la protection des civils. La mobilisation se poursuit au Togo. 2 grands partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile ont demandé jeudi la démission du dirigeant Faure Gnassingbé. Ils appellent à poursuivre le mouvement une semaine après des manifestations de jeunes contre le pouvoir. Et puis les 78 morts causés par les inondations hivernales dans la province du Cap-Oriental en Afrique du Sud. Les secouristes mènent une course contre la montre pour tenter de retrouver des survivants. Les pluies torrentielles ont également provoqué des glissements de terrain qui ont englouti des habitations. Et on reste en Afrique du Sud, alors que le sommet mondial des Nations Unies pour l'océan se poursuit à Nice, dans le sud de la France. On vous emmène au Cap, qui abrite les plus grandes forêts d'algues géantes au monde, des fonds sous-marins menacés. Ces algues sont de plus en plus utilisées dans le monde industriel. Reportage de Caroline Dumais, Stéphane Kerstens et Tom Canetti. Été comme hiver, ces équipes se lèvent très tôt pour partir à marée basse. Et ce qu'ils vont chercher à une demi-heure de bateau, c'est cette algue brune géante qui pousse dans les eaux australes. Elle est utilisée dans la pisciculture ou dans l'industrie cosmétique. C'est l'une des plantes les plus braconnées du pays, mais ici, tout est fait pour la récolter de façon responsable. Il faut qu'on s'assure de ne pas couper les racines.
Tout ce dont on a besoin, ce sont les feuilles. Sinon, ça ne repoussera jamais. Il faut attendre plusieurs mois pour permettre à la plante de se régénérer et éviter de sacrifier d'autres espèces. La demande d'algues a explosé en Afrique du Sud ces 5 dernières années. Nombreux sont les scientifiques qui recommandent de protéger cet écosystème car il abrite plus de 1000 espèces animales différentes. C'est l'avis de ce scientifique. C'est très dense en termes de racines et de troncs. Et ça crée un habitat dans lequel les poissons peuvent circuler, trouver de la nourriture et utiliser leur environnement pour y protéger leurs petits. Ils sont à l'abri des prédateurs qui vivent autour de cet environnement, comme les grands requins blancs. Pour les touristes, plonger dans cette forêt est un vrai privilège. Il y a des gens du monde entier. Ils ont vu des images de ces forêts sous-marines dans des documentaires et ils veulent venir en faire l'expérience. Cette forêt sous-marine d'algues géantes est l'une des plus importantes au monde. Des côtes du Cap à celles de Namibie, elle s'étend sur plus de 1000 km de long. Des représentants des petits pêcheurs et militants africains ont fait le déplacement à Nice pour la conférence de l'ONU sur l'océan. Ils souhaitaient dénoncer l'impact de la pêche industrielle au large de leur pays. Chinois, Européens et Turcs pêchent au détriment de l'environnement. Écoutez Mustapha Mané, journaliste d'investigation spécialisé dans les ravages de la pêche industrielle. Il répondait aux questions d'Antonia Kerrigan. The local fisheries are under serious threat. La pêche artisanale en Gambie est sérieusement menacée. Les petits pêcheurs sont désormais en concurrence avec la pêche industrielle, qui a un équipement moderne et des filets gigantesques. Beaucoup d'entre eux arrêtent tout simplement la pêche parce qu'il n'y a plus de poissons pour eux. Et les poissons que l'on peut pêcher en Gambie, comme le poisson bonga ou les sardines, ne sont même plus consommés dans le pays. Alors que ce sont les plus accessibles pour les populations et qui ont de grandes qualités nutritives. Avec la pêche industrielle qui produit 600 tonnes de poissons chaque jour, les Gambiens n'ont même plus accès à leurs propres ressources. Il fut un temps où la pêche était durable, mais ce n'est plus le cas. L'Afrique continue de souffrir, il faut ouvrir les yeux. Ce n'est pas qu'une question économique, c'est aussi une question d'identité pour les peuples gambiens et sénégalais. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Célia Caracena, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.